Dans le cadre de mes capsules hors séquence, voici donc une autre petite capsule qui traite une forme de résumé sur les structures itératives avec JavaScript. Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes petites capsules JavaScript. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on appelle les structures itératives. Alors la structure itérative, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, c'est un ensemble d'instructions qui se répètent. Alors ultimement, il y a un certain nombre d'instructions qu'on veut faire en algorithmie parce que lorsque ça tourne sans arrêt à l'infini, on arrive donc à des situations pour les navigateurs où est-ce que généralement, ça plante. Alors donc, c'est un nombre fini de fois en général qu'on va retrouver dans un contexte algorithmique. Maintenant, il existe deux types de boucles qu'on utilise le plus souvent dans JavaScript, soit la boucle for et la boucle while. Alors, le meilleur exemple que je peux donner, c'est celui qu'on donne généralement quand on commence à travailler avec les structures itératives, c'est de calculer le factoriel. Donc, on sait que le factoriel de 5, donc 5 factoriel, est égal à 120. Alors, comment on a fait ça? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On peut dire évidemment le contraire, c'est commutatif. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Alors, donc, on doit faire l'opération n fois, n représentant évidemment la valeur du nombre entré au départ. Donc, si c'est 10 factoriel, il va y avoir donc 10 boucles qu'on va répéter 10 fois l'opération de multiplication. Alors, donc, on le voit ici. Donc, 1 fois 2 est égal à 2. 2 fois 2 est égal à 2 fois 3 est égal à 6. Après ça, 4 fois 6 est égal à 24. Et 5 fois 24 est égal à 120. On remarque bien entendu ici que ça a donné donc 4 boucles parce qu'on exclut évidemment au départ le 1. Mais on va voir qu'effectivement, on peut le prévoir pour s'assurer évidemment que la structure soit peut-être plus facile à comprendre. Mais je pense que quand on va être dedans, ça va être plus facile à voir. Donc, évidemment, ici, vous avez remarqué, si in facto est le résultat, évidemment, de la multiplication, donc, on va dire, évidemment, in facto est égal à l'ancien in facto multiplié par i, c'est-à-dire où on en est rendu, donc à 2, à 3, à 4 ou à 5. Donc, refaire cette instruction-là n fois, correspondant, bien entendu, ici, à le nombre de i en question. Bon, ceci étant dit, voyons voir comment il est possible de le faire. J'ai déjà une structure ici que j'ai déjà amenée, soit évidemment la fonction ici factorielle, faire facto 1. Et on voit ici, évidemment, donc ce que j'ai fait, donc un bouton ici, cliquez ici pour trouver le facto, donc on va faire facto ici. Et ici, évidemment, input type est égal à text, class, id et value. Encore une fois, par habitude, je vais mettre, si vous permettez, le 5 pour dire comme quoi que je veux trouver le factoriel de 5. Le ID ici, on va simplement marquer ici, alors texte, et on va mettre un nombre quelconque ici, texte NB. Alors ici, évidemment, dans la fonction, donc simplement voir évidemment ce que ça donne ici, je vais l'amener comme il faut. Donc moi, je vais évidemment trouver ici le factoriel. Ce sera peut-être le fun, évidemment, de le mettre dans un div. On verra plus tard comment il est possible de rendre ça plus intéressant. Donc, div ici, id est égal à, on va mettre ici, div résultat. OK, alors donc, je suis prêt. Donc, c'est là-dedans ici que je vais plugger évidemment mon résultat. Alors, ici, function. Alors, je vais commencer par évidemment aller trouver donc la valeur qui est entrée dans la boîte. Alors, document. Wouhou, ça va pas bien. Document.get element by id. OK, point value. Moins 0, évidemment, pour le transtyper et le mettre, évidemment, dans un nombre. On sous-entend que, évidemment, l'utilisateur l'a rentré comme étant un entier, mais évidemment, on pourrait faire des vérifications un peu en amont pour vérifier si effectivement c'est bien l'entier qui était rentré. On ne fera pas ça là. Alors ici, je vais simplement mettre ici txt, OK, mb. Encore une fois, par habitude, j'aime bien faire la chose suivante. C'est une habitude, donc ici, je vais simplement faire ici une petite alerte, m'assurer ici que je vais bien faire ça ici. Et ici, je vais l'appeler int, ici, nb est égal à document, get element by id, txt nb, point value, moins 0. Alors ici, je vais mettre un int nb. Alors, voyons voir si effectivement c'est fonctionnel. Alors, je vois effectivement ici que ça sortit un 5. Ça veut dire que
mon transfert, évidemment, de la donnée qui était entrée dans ma zone de texte est bel et bien accessible à l'intérieur de ma fonction. Alors ici, tout ce qu'il nous reste à faire, évidemment, on va commencer avec la première structure itérative. Donc, c'est la structure itérative qu'on va utiliser, c'est le for. Alors, le for se fait de la façon suivante. OK? Alors, ressemble un peu à un si, hein? Donc, on a les éléments, les attributs qu'on va mettre à l'intérieur de notre for. Et évidemment, l'itératif qui va se retrouver à la fin ici. Alors ici, peut-être simplement ici prévoir, OK, où va se faire le résultat, où va s'afficher le résultat. Alors ici, je vais mettre simplement, si vous permettez, je vais utiliser ça ici, c'est un peu plus rapide. Alors ici, document, get element by ID, mais cette fois-ci, je vais utiliser .inner HTML, HTML, va être égal, évidemment, ici, à quelque chose. OK, donc ici, je vais mettre, si vous permettez, 5. Alors, on va mettre 120. OK, on appelle ça des fonctions bidons. OK, donc des instructions bidons pour vérifier si tout est fonctionnel, bien entendu. Alors ici, je vais simplement mettre ceci en attendant dans un contexte de, excusez-moi, comme ceci, OK, pour simplement ici m'assurer de ce que je vais faire ici, puis je vais mettre donc ici div résultat, donc résultat ici, OK, et that's it. Donc je vais juste vérifier si effectivement quand je clique ici, je devrais avoir 120 qui va apparaître, c'est ça que je voulais là, OK, je veux juste ça. Alors ici, je vais mettre un petit BR, excusez-moi, pas tout là, je vais le mettre. Ah oui, il est déjà là. OK, parfait. Alors, c'est plus ici que je vais le mettre ici. Le reste, évidemment, était correct. OK, donc ici, comme ça. Alors, en fait, ultimement, ce que je désire avoir, c'est quelque chose qui va être comme ça ici, un petit peu plus bon. En plein ce que je voulais. Bon, OK, alors donc, je sais que ça fonctionne. Alors, vous avez vu, j'ai fait une fonction, simplement une instruction bidon, pour m'assurer, en fait, que ceci est fonctionnel. Mais évidemment, ici, ce que je vais avoir, ça va être le résultat d'un int facto quelconque, donc une variable que je vais initialiser. Alors ici, ce que je vais faire, donc var ici, OK, var int nb, et ici, je vais mettre ici un var int facto. Et en fait, ultimement ici, le int facto, je vais tout de suite l'initialiser à 1, OK, et vous allez comprendre dans quelques secondes, évidemment, qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pars d'une variable, donc je déclare une variable, et en même temps, je l'initialise à 1. Alors, ça va revenir évidemment à faire l'instruction ici au départ de 1 fois 1, bon, est égal à 1. Alors, c'est une opération qui est un peu importante, on pourrait s'en passer, mais peut-être dans le contexte de juste comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, je pense que c'est correct de le faire et ça ne coûte pas très cher au microprocesseur. Alors ici, donc, j'initialise, pas j'initialise, mais je remets en route ici mon for. Alors, je fais simplement ici, dans un for, il y a trois attributs, trois arguments qu'il est important de mettre à l'intérieur de notre structure itérative. Premièrement, c'est toujours la même chose. Il y a une initialisation au départ de la variable. Après ça, le nombre de fois qu'on veut que la boucle se fasse. Et pour terminer, si vous voulez, le pas de sortie. Et pour terminer, le pas, c'est-à-dire l'initialisation, la répétition se fait comment? Alors, dans ce cas-ci, vous allez comprendre un petit peu ce que j'essaie de faire. Alors, je m'en vais ici. Et je vais faire ici comme quoi un i est égal à 1. Donc, j'initialise le i qui est ici, OK, est égal à 1. Point virgule. Ici, je veux que le i soit plus petit ou égal i plus petit ou égal à mon nombre ici. Donc ici, le nombre de fois je veux effectivement faire la multiplication. Donc on s'entend que ici,
je viens de mentionner qu'il va y avoir donc 5 boucles itératives qui vont se faire, d'accord, compte tenu que int nb va être égal à 5. Et pour terminer, quelle est l'incrémentation, c'est-à-dire le pas? Alors, dans ce cas-ci, le pas, ben, je veux qu'il augmente de 1 à chaque fois. Hein. Je veux que ça passe de 1 à 2, à 3, à 4 et à 5. Alors, donc ici, je vais mettre i. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous donne les 3 méthodes. En fait, vous pouvez faire ici i plus égale 1. Alors, ça, c'est la première méthode. Donc, i est égal à l'ancien i plus 1. Et on peut faire aussi i plus plus. I plus plus est une façon qui est acceptée en structure JavaScript pour pouvoir faire un pas, une incrémentation de 1. Il y a une troisième méthode, mais je préfère la montrer ultérieurement dans une autre capsule. Alors donc, ici, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Donc, i plus plus, en d'autres mots, ce que ça signifie, c'est que l'ancien i va être ajouté de 1. On peut donc, si i est égal à 2, ben le i plus plus, c'est une instruction arithmétique. Alors donc, ça fait donc est égal à 3. Et après ça, va devenir égal à 4 et va être égal à 5. Alors, ben, c'est exactement ce que je voulais. Alors, pas de problème là-dessus. On peut faire en passant i moins moins, qui fait exactement la même chose, mais évidemment avec un pas négatif. Alors ici, c'est relativement facile à faire. Tout ce que j'ai besoin de faire, évidemment, c'est de faire la chose suivante. Donc, int ici facto, OK, est égal à l'ancien int facto, multiplié, évidemment, par mon i. Et croyez-le ou non, ce n'est qu'une seule instruction ici qu'on a besoin de faire pour pouvoir faire notre factoriel. Essayons de comprendre cependant qu'est-ce qui se passe. Alors donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est que in facto ici est égal à 1. Donc pour un i qui est égal à 1, donc ici il y a une affectation de i, donc une déclaration puis une affectation en même temps. Donc i est plus petit ou égal à int nb, qu'on aura préalablement égal, qui est placé comme étant initialisé égal à 5. Et pour terminer, i++, c'est-à-dire le pas qui augmente de 1 à chaque fois. Alors ici, in facto, dans ce cas-ci, va être égal au départ à 1, n'est-ce pas? Alors on reprend l'ancien in facto et on multiplie par i qui est égal à 1. Alors 1 fois 1 qui est égal à 1, c'est ce qu'on vient de faire ici. Après ça, je reviens à l'intérieur de la structure itérative tant si longtemps que je n'ai pas atteint ma situation de sortie, c'est-à-dire la raison pour laquelle je vais sortir de la structure itérative. Alors, dans ce cas-ci, i++ signifie comme quoi que je vais maintenant être égal à 2. Alors, donc ici, est-ce que je suis encore inférieur ici à int nb? Bien entendu. Alors, ici, in facto va être égal à l'ancien in facto, donc 1 fois 2. Donc, cette fois-ci, je suis rendu ici. Est-ce que i est plus petit ou égal à int nb? Bien entendu. Alors, je refais la même chose. Donc, ici, in facto, qui est égal à 2, est égal à donc in facto 2 fois 3. Alors, donc, je suis rendu égal à 6 ici. Alors, je continue. Alors, je reviens à l'intérieur. Tant que i est plus petit ou égal à int nb, alors, donc ici, on s'entend qu'on est rendu ici à 4. Alors, donc ici, in facto, qui est égal à 6. 6 fois 4, donc maintenant, in facto est égal à 24. Et pour terminer, tant que, évidemment, je suis plus petit que int nb, je suis rendu à 5. Alors, donc ici, 5 fois 24, on est rendu ici à in facto, qui est égal à 20. Alors, donc, est-ce que, et là, évidemment, ici, on peut prétendre que i va être rendu à 6. Alors, 6, est-ce que j'ai le droit de rester dans la boucle? Non, parce que je vais être supérieur à int nb. Alors, je dois sortir. Alors ici, ça me semble être tout à fait correct. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, bien entendu, c'est la chose suivante. Voyons voir si j'ai fait ça comme il faut. Cliquez ici. Et j'ai fait une petite erreur. Alors, voyons voir ici où est-ce que j'ai fait mon erreur. Alors, on voit évidemment, c'est assez évident ici. D'où, évidemment, la problématique souvent, c'est ce genre d'incident-là, puis je suis content évidemment que ça arrive, que ça permet de voir qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver et de prendre le temps évidemment de regarder. Donc ici, évidemment, on voyait la différence. Alors, généralement, ce que je fais beaucoup, c'est que je préfère faire copier-coller. Hein. Ça, généralement, c'est ce que je fais. Et ne pas mélanger les méthodes. Alors, dans ce cas-ci, si j'utilise la méthode avec les surlignés, alors restons dans cette méthode-là.
Alors, on va voir évidemment si je l'ai fait un petit peu mieux cette fois-ci. Alors, donc, j'embarque avec, évidemment, ceci. Et évidemment, on se retrouve, évidemment, avec le résultat. Donc, on est correct. C'était la première structure. C'est une structure qui est très populaire. C'est une structure qui permet essentiellement de faire les trois étapes itératives, tout dans la même boîte. C'est-à-dire, ici, j'initialise, j'établis la situation de sortie de la structure itérative et évidemment l'incrémentation, c'est-à-dire le pas qui va m'amener à sortir de la structure itérative. Alors, si vous permettez, je vais prendre ça ici, sachant que c'est fonctionnel, et je vais aller porter ça juste ici, comme ça. Alors, on va le mettre ici dans notre remarque, et on va repartir la même chose. Avec cette fois-ci le while. On va le mettre évidemment à la bonne place. Donc, juste ici. La structure du while est très similaire, en fait, essentiellement. Donc, on revoit encore une fois le principe de mettre les attributs nécessaires au while et évidemment la structure itérative. Alors, ce qui est un petit peu curieux, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ici, on peut reprendre tout ce qui est ici et on le met dans le while. OK, regardez bien. Premièrement, on est d'accord pour dire que l'instruction itérative ne changera pas. Donc, in facto va être égal à in facto foyer. Ça ne change pas. Maintenant, regardez bien. Ici, il faut que j'initialise au départ. Tout ça doit se retrouver à l'intérieur. D'accord? Donc, ici, premièrement, le i qui est en haut ici, je vais le placer juste ici. Donc, au var, j'initialise mon i au départ. D'accord? Donc, j'ai besoin du i, je l'initialise. La deuxième chose ici, regardez bien. Donc, i est plus petit ou égal à int b. Regardez où est-ce que je vais le mettre. Ici. Parce que le while va utiliser qu'un seul attribut. Donc, tant que, en d'autres mots, ce qu'il faut le dire, comment faut-il le dire, c'est tant que i est plus petit ou égal à ntb, ben, continue à faire un certain nombre de boucles à l'intérieur. Et évidemment, la chose à se souvenir, Dieu sait que ça peut causer des boucles sans fin si on ne le fait pas, c'est évidemment de mettre le i++ ici. Alors, si vous regardez, le principe est très exactement le même. Donc, tant que i est plus petit ou égal à int b, donc on remarque ici, hein, c'est les mêmes choses qui se sont placées, mais autrement. Alors, int n facto est égal à n facto fois i, et effectivement, ça continue, c'est le même principe, d'accord? Donc, i++, tant si longtemps que je n'arrive pas à être supérieur à nt b, i va être évidemment multiplié par l'ancienne valeur, en fait, de in facto. Alors, on va voir si c'est fonctionnel. Donc, je m'en vais ici, bien entendu. J'essaie, et évidemment, je me retrouve encore avec mon 120. Il faut remarquer, bien entendu, ici que si je mettais, par exemple, ici 10, ça fonctionne. Alors, donc, ça, c'est la deuxième méthode, OK? Et donc, quelque part, ben, c'est une fonction, c'est un autre type de variable, un autre type de structure itérative qui est très, très utilisé dans l'algorithmie. While a certains avantages, c'est-à-dire on peut placer plus de choses ici à l'intérieur, on peut placer des structures qui sont différentes. Le for est quand même très structuré. Donc, dans le cas du while, on a un peu plus de liberté qui nous permet de faire des structures booléennes tant que ce n'est pas un vrai nombre, tant que je n'ai pas arrivé à tel, tant que ce n'est pas vrai, ou tant que, dans ce style-là. Alors, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes dans le while, mais pour des structures itératives simples, définitivement, il est préférable d'utiliser le for. De toute façon, on aura des exercices qu'on va faire ultérieurement avec le while pour montrer justement l'intérêt de l'utiliser dans certaines circonstances. Une dernière, et j'aime bien donner l'analogie suivante. L'analogie, c'est de dire, comme par exemple dans un bar quelconque, on peut avoir un doorman à l'entrée ou à la sortie du bar. Alors donc ici, dans ce cas-ci, OK, tu es écarté avant d'entrer. Tant que i est plus petit ou égal, alors tu n'as pas le droit d'entrer ici si jamais i était égal, exemple, à 6. Alors i serait par exemple ici, je vais mettre comme ça ici. Excusez-moi, je vais donc ici. While i est plus petit ou égal, ok, c'est ça, c'est bien. Maintenant, imaginons ici que mon 5 serait égal à 7, ici par exemple, et que je mettais ici un 5 à l'entrée. Donc, comprenez que dans ce cas-ci, ok, i est égal à 7 et int nb est égal à 5.
Donc, je n'aurai pas la possibilité d'entrer dans la structure itérative parce que mon int NB, mon i est déjà supérieur à int NB. C'est un peu comme si je voulais entrer dans un bar et qu'on me dise non, désolé, tu n'as pas l'âge. Alors donc, le dormer est à l'entrée. On va mettre le dormer plutôt de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire que quelque part tu es entré dans le bar, mais tu n'as pas le droit. Alors donc, quelque part, tu as commencé à consommer, mais on t'avertit, désolé, tu n'as pas le droit d'être là, tu sors. Alors voici comment il est possible de mettre un dormer à l'extérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire de l'établissement. Alors si vous permettez ici, je vais prendre mon while et je vais plutôt ici le mettre à l'intérieur du bar. Oups. Et je vais mettre un do ici. En d'autres mots, ce que ça signifie, c'est qu'indépendamment de la valeur de i ici, OK, j'ai le droit d'entrer une première fois. J'ai le droit de consommer. Right? Mais, lors de ma consommation, ou après ma première consommation, le dormer va m'indiquer la porte si je ne fais pas l'affaire. Alors, donc ici, in facto serait égal à in facto ici. Donc, dans ce cas-ci, 1 fois i qui est égal à 7. Donc, in facto prendrait la valeur de 7. OK? Cependant, rendu ici, i est plus petit ou égal, tant que i est plus petit ou égal à int NB, alors dans ce cas-ci, évidemment, i ne serait pas plus petit ou égal, alors je devrais sortir. Alors évidemment, ce n'est pas correct. Alors ici, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement mettre mon i est égal à 1. OK, while i est plus petit, donc i est plus petit ou égal à int NB. Voyons voir si ça va donner le même résultat. Donc je m'en vais ici, bien entendu. Je tape cliquer ici et je me retrouve toujours avec le même 120. Donc, vous avez fait tout simplement une structure dans laquelle ici, la première instruction est faite, mais ici, la condition de sortie est indiquée après la première instruction. C'est un peu dangereux, ça se fait, c'est pas le genre de structure que j'aime utiliser parce qu'elle est potentiellement dangereuse. Alors, donc, simplement comprendre évidemment le fait qu'il est préférable, alors je le mets ici, tout simplement, comme ceci. OK, comme ceci. Et je vais tout simplement, si vous permettez, remettre ici mon while ici, de la façon suivante. Donc, while. Et voyons voir si on est encore correct avec ça. Donc, ça ne prend pas grand-chose, hein, 120, et on est correct. Alors, imaginons maintenant, pour terminer, que je désire mettre une structure donc, de décision pour empêcher évidemment l'utilisateur d'entrer quelque chose qui est un peu trop gros. Regardez bien ce qui serait possible de faire ici. Donc, ici, int NB est égal à telle valeur. Alors, imaginons ici la situation suivante. Donc, if ici, OK, et je vais mettre ici quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, si par exemple ici, int, imaginons ici, NB est plus grand que, mettons ici 20, alors, OK, je veux quelque chose qui arrive ici. Alors, je pourrais mettre ici quelque chose qui va ressembler à ceci. Et on va juste arranger ça ici. Oups. Comme ceci. Donc, ici, à l'intérieur, et je vais tout simplement ici mentionner un petit message, non pas d'in facto, mais je vais mettre simplement ici le nombre est trop grand. Donc, ici, nombre trop grand. Maintenant, si je ne fais rien de spécial ici, si je ne fais rien d'autre, ce qui va se passer, c'est que le système va quand même faire le calcul parce que je n'ai pas imbriqué ma structure itérative ou ce que je veux faire avec à l'intérieur de mon if. Alors, c'est terriblement important, évidemment, de le faire de la façon suivante. Donc, ici, je vais mettre une condition else, dans ce cas-ci. Donc, si, évidemment, il est plus grand que 20, affiche quelque chose. Sinon, alors, fais quelque chose et je vais prendre tout le shebang qui est ici. Et je vais le mettre ici à l'intérieur avec un beau retrait. Donc, ça va être facile ici à voir. Alors, voici ce que ça donne. Alors, évidemment, toujours vérifier avec des tests, avec vos valeurs tests, s'assurer qu'effectivement, ça fonctionne comme il faut. Alors, donc, si je vais par exemple 5,
Alors, donc ici, voyez-vous, j'ai fait une petite erreur. Voyons voir. Si int nb est plus grand que 20, alors fais ceci. Sinon, fais ceci. Alors, on devrait être correct avec ça. Alors, si on regarde rapidement, on se rend compte qu'effectivement ici, c'est bel et bien là, nombre trop grand. On est allé un petit peu vite, on a oublié tout simplement de mettre ici nos guillemets. Alors donc, voyons voir ce que ça donne ici. Bon, ça me semble être correct ici, là, c'est une petite erreur d'inattention, et Dieu sait qu'on en fait en informatique. On s'en va ici, on clique ici, on voit le 120, et maintenant si je mets 20, ça va donner quand même un nombre, parce qu'on a dit que c'est plus grand, si c'est plus grand que 20. Alors donc si je mets 21 ici, je devrais avoir ici nombre trop grand, je refais ça ici, et je pourrais effectivement ici mentionner, ça c'est dangereux ici, évidemment, je pourrais avoir un problème. Pourquoi? Parce que le système, évidemment, va nous mentionner, surtout dans le cas, évidemment, de moins 5 ici, je risque d'avoir des petits problèmes, mais ça risque de planter. OK? Dans ce cas-ci, évidemment, on peut évidemment faire toutes ces vérifications-là en amont. Alors, donc, on vérifie si le nombre qui a été rentré est correct. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en classe, mais encore une fois, il est important d'aider l'utilisateur dans son processus d'entrée. J'espère que vous avez trouvé l'instruction ici correcte, c'est-à-dire l'information correcte, et espérant bien entendu que vous saurez l'utiliser pour revérifier tout ça. Alors, à la prochaine. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et compte tenu que je ne ferai jamais de nudité et je n'ai pas l'intention de me battre non plus contre des boxeurs à la retraite, je doute faire beaucoup d'argent avec ça, mais si ça peut vous aider dans votre quotidien, là, ça va m'encourager à faire de nouvelles capsules de formation.